Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va du coup parler de la roadmap de financement entre dilutif et non dilutif. Donc, pour me présenter, moi je suis Marie, VC Scout chez Sharpstone. Donc, l'activité chez Sharpstone, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on accompagne les startups à la fois sur leur stratégie financière via la rédaction de dispositifs non dilutifs. Et également, on a une seconde activité. On a un fonds d'investissement qui nous permet d'investir en early stage parmi nos clients. Je suis accompagnée aujourd'hui de Eva. Eva, si tu veux, je te laisse un peu la parole pour te présenter et présenter Angel Square. Ouais, carrément. Déjà, merci pour l'invitation. Et puis bonjour à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, pour me présenter, moi, en quelques mots, donc ça fait 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans que je suis chez Angel Square. Et donc, pour résumer en 2 mots ce qu'on fait, donc nous, on est une banque d'affaires spécialisée en levée de fonds. Et donc, on accompagne nos clients, donc les startups, dans leur levée de fonds. Donc, on est agnostique en termes de secteur, c'est-à-dire qu'on fait des deals sur tout type de secteur et on fait des levées qui vont de 300 000 à plusieurs millions d'euros. Donc, on se positionne sur du précis jusqu'à de la série A. Et donc, concrètement, l'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur leur processus de levée de fonds. Donc, c'est mettre aussi le dossier au standard du marché, faire bénéficier notre nom. On close une centaine de deals par an, donc c'est donner aussi notre connaissance, notre expertise sur la levée de fonds, vous accompagner dans les différentes discussions jusqu'à à votre closing. Et on a un rôle aussi d'intermédiaire, comme tout banquier d'affaires, où l'idée, c'est aussi d'activer le dossier auprès des investisseurs auxquels on a de la bonne bande passante et pour qui ça peut faire sens de discuter en fonction de votre secteur, de ce que vous faites. L'idée, c'est de faire aussi des mises en relation qualifiées et qui ont du sens pour les deux parties. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup, Eva. Je ne l'ai pas mentionné, mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez tout au long du webinaire dans le chat. On y répondra avec grand plaisir avec Eva. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit avec Eva, on va aborder le sujet de vraiment comment on construit sa roadmap de financement, comment on anticipe pour répondre à ses besoins au sein d'un projet d'une startup. Donc, à travers nos deux expertises, on va essayer de répondre à ces questions-là. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la roadmap de financement? Donc, on va essayer de donner une définition un peu large pour que vous ayez ces éléments-là en tête. Donc, la roadmap de financement, en fait, on va la construire par votre roadmap tech et votre roadmap business. Ça va être votre feuille de route. En fait, aujourd'hui, vous allez avoir un projet qui va vous demander des développements sur la partie tech, sur la partie business, qui va engendrer des dépenses. L'idée, c'est d'anticiper au maximum ces dépenses, donc savoir quels vont être le montant, quelles vont être la typologie de ces dépenses-là. Est-ce que ça va plutôt être de la R&D, du recrutement, du marketing? Voilà, vraiment, on va essayer de faire un état des lieux, un état de voir un peu quelles vont être vos futures dépenses pour répondre à votre besoin, pour aller plus loin dans votre projet. Donc, une fois qu'on a vu ça, une fois qu'on a fait cet état des lieux, il faut se demander de quelle manière on va pouvoir y répondre, vers qui on va se tourner pour aller financer notre projet. Donc, il y a une partie auquel vous allez pouvoir allouer ces dépenses à de l'equity, donc auprès d'investisseurs qui vont prendre une part à votre capital, et une autre partie auprès de financeurs, donc plutôt de banques. Ça peut être la partie fiscale, la partie BPI. On reviendra après sur le sujet. Mais peut-être commençons par la partie capital et equity avec Eva. Eva, tu dois avoir beaucoup d'investisseurs à travers Angel Square. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la typologie de ces financeurs-là, de ces investisseurs et en fait, qu'est-ce qu'ils attendent d'une startup? Ouais, carrément avec plaisir. Alors, en fait, vraiment, si on se positionne côté equity, on va, et dans un processus de financement, quand on est une jeune startup, on va dire qu'on va distinguer déjà deux typologies d'investisseurs en equity. C'est
la love money et ce qu'on peut appeler la smart money. La love money, c'est vraiment, comme son nom l'indique, plutôt les amis, la famille. Au tout début, quand on a besoin d'un petit capital pour vraiment se lancer, on va essayer d'aller voir ses proches, etc. Mais plus on a besoin de financement et plus on va aller se développer, moins ça sera suffisant. Et là, on va se tourner plutôt vers de la smart money. Et donc, dans cette typologie d'investisseurs qui investissent donc en equity, on va en trouver en gros 4 grandes familles. Il y a déjà les business angels. Enfin, je vais essayer de les prendre dans l'ordre aussi en fonction de qui on va voir en premier, mais d'abord des business angels. Donc, des business angels, c'est des personnes propres qui vont investir qui vont investir leur argent dans votre entreprise, soit en solo, soit en direct, soit via des réseaux de business angels, soit via ce qu'on appelle des club deals. Ensuite, il y a une autre typologie d'investisseurs qui vont être des family office, où là, c'est un fonctionnement assez proche. C'est vraiment un entre-deux entre un business angel et un fonds d'investissement. Donc, c'est vraiment entre les deux. Et ensuite, il va y avoir une troisième typologie où on va être plutôt sur du corporate, ce qu'on appelle du corporate VC. Donc, c'est les entreprises qui montent plutôt des structures à côté pour investir aussi dans les startups. Et ensuite, les fonds d'investissement de venture qui opèrent sur les opérations du pré-seed à la série A, B, C. Et donc, le tout, c'est d'aller voir les bonnes personnes au bon moment. En général, plus on est au début de son financement, donc plus on est proche du pré-seed, du seed, plus on va aller voir plutôt des acteurs type business angel, family office. Et plus on avance dans son financement et plus les montants levés sont importants, plus on va aller voir davantage des corporate VC, des VC. Après, c'est pas une généralité. Il y a aussi des fonds d'investissement qui se positionnent en très early stage et des business angels qui ont des grandes capacités d'investissement et qui prennent part aussi à des tours de série A et de série B. Mais on va dire que si on essaye de tracer une ligne un peu plus générale, c'est comme ça qu'on peut les définir et les décrire. Et donc, le principe d'investir en equity pour un investisseur, c'est de donner une part d'investir en échange d'une part du capital de l'entreprise. Donc, forcément, en tout cas, ce mécanisme permet aussi de compenser la prise de risque que eux prennent en investissant dans votre entreprise. Donc, ça, c'est plutôt pour la partie equity et les différents acteurs. Ok, ça marche. J'en profite justement pour présenter par la suite parce que les deux sont liés. En fait, il faut avoir une règle un peu en tête et ça, je pense que même toi, Eva, tu dois le voir souvent avec des boîtes que tu accompagnes. Ouais. C'est que derrière, une startup va avoir la possibilité d'aller chercher des financements non dilutifs, mais il faut toujours avoir un peu cette règle en tête du 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on va surtout vous financer à hauteur de vos fonds propres. Donc là, Eva nous a montré comment on pouvait aller chercher ces fameux fonds propres. Et sur la partie non dilutif, justement, on reviendra encore plus sur ce sujet quand on abordera la fameuse roadmap de financement. Mais en fonction de votre typologie de dépenses, on va pouvoir aller chercher différents mécanismes. Donc, pour vous les exposer assez brièvement, il y a une première partie qui est la partie fiscale, qui correspond au statut jeune entreprise innovante pour les startups avec une intensité technologique la plus forte et qui vont faire des travaux de R&D, avec également du crédit impôt recherche ou du crédit impôt innovation. Ces dispositifs-là sont principalement pour de la masse salariale, donc qui vont faire des travaux plutôt d'innovation ou de R&D. Donc ça, c'est vraiment la première partie fiscale. Il y a une deuxième partie qui est BPI France. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de chance en France. On a accès à des aides via des subventions, des prêts, des avances récupérables qu'on peut aller chercher auprès de BPI. BPI, justement, qui est vigilant à cette règle, ils vont vous financer à hauteur de vos fonds propres. Donc, il faut avoir quand même un certain niveau de fonds propres pour aller chercher des aides. Je parle principalement de prêts et d'avances récupérables, ce qui n'est pas forcément le cas pour la subvention et notamment la fameuse subvention qui est la bourse French Tech. Donc,
différentes aides qui sont disponibles auprès de BPI France. Après, on a également des appels à projets en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Ça peut être France 2030, qui est opéré notamment par BPI France. Ça peut être l'ADEME. Ça peut être aussi tout type d'autres acteurs qui vont vous permettre aussi d'aller chercher des financements en fonction du secteur et des travaux que vous allez faire. Et enfin, pour finir, on a aussi des aides européennes qui viennent un peu plus tard en fonction de votre maturité, mais ça arrive plutôt à une maturité un peu plus avancée. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a tous ces dispositifs-là, une fois qu'on les a identifiés, il faut les mettre en place. Pour les mettre en place, on va avoir besoin de les mettre sur la roadmap de financement. Et il faut savoir aussi qu'une même dépense ne peut pas être financée 2 fois par des guichets différents. Donc, il va falloir vraiment réfléchir à l'optimisation financière. De quelle manière on va allier l'ensemble de ces dispositifs-là, de quelle manière on va allier aussi la partie equity avec la partie non dilutif. Et un des moments les plus parlants, qui est aussi un des moments charnières au sein de votre aventure, de votre startup, ça va être la levée de fonds. Pour aller lever des fonds, il faut anticiper votre runway, il faut savoir à quel moment il faut aller lever, pourquoi vous allez lever et comment on lève dans des meilleures conditions. Donc là, je pense encore une fois que je peux me tourner vers Eva. Pourquoi en fait une startup, on va aller chercher des fonds? Est-ce qu'on a toujours besoin d'aller chercher des fonds aussi? Je pense qu'il y a une idée un peu reçue de la part de startup à ce sujet-là, et avec grand plaisir pour avoir ton éclairage à ce sujet. Et selon toi, c'est à quel moment et auprès de qui, et surtout de quelle manière on va sizer sa levée de fonds? Ouais, carrément. Alors, pourquoi déjà la première question, je pense qu'il faut se poser, et ça tu l'as très bien exprimé, Marie, c'est pourquoi lever des fonds? C'est déjà est-ce que j'en ai besoin? Quel est mon besoin? De combien j'ai besoin? Et surtout bien prendre en compte que quand on estime son besoin de financement, en effet, il y a l'equity, mais comme tu l'expliques, il y a aussi l'effet levier non dilutif. Donc, si, imaginons, j'ai besoin d'1 million d'euros et qu'on peut faire du 1 pour 1, en fait, moi, je vais aller lever 500 000 en equity, mais je sais que derrière, je vais pouvoir aussi financer tout ça, la seconde partie, en tout cas, en non dilutif. Donc ça, c'est hyper intéressant de le savoir. Après, pourquoi lever des fonds? Il y a aussi... alors, moi, j'aime bien le mettre en premier parce que je pense que finalement, quand on lève des fonds, une des choses aussi les plus intéressantes et un des gros avantages de la levée de fonds, c'est d'accéder à un réseau, en tout cas, une expertise, à la connaissance de tes investisseurs. Parce que finalement, quand tu fais rentrer des investisseurs à ton capital, c'est des business angels, c'est des fonds d'investissement, mais c'est surtout des personnes qui ont des réseaux, des expertises sectorielles, qui peuvent t'apporter beaucoup. Et en fait, ça te permet de bien t'entourer, surtout quand on est seul ou à 2 ou 3 cofondateurs. Au début, on n'a pas une grande équipe, on n'a pas plein d'employés. Donc, ça permet aussi de bien s'entourer d'entrepreneurs aguerris, de personnes qui montaient des boîtes. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est déjà pourquoi lever des fonds. Ça peut être une des raisons aussi, c'est de s'entourer. Après, évidemment, ça peut paraître logique, mais c'est bien de le rappeler quand même. Pourquoi lever des fonds? Le principal avantage d'une levée de fonds, c'est d'accéder à un financement à des niveaux importants et surtout rapidement. C'est-à-dire que quand on a besoin de financement, qu'on va voir les banques, qu'on est au tout début de son projet, c'est quand même très risqué. Donc forcément, on n'a pas forcément des prêts importants et donc lever des fonds, ça permet d'aller vite, d'avoir de l'argent rapidement et de ne pas être lié à un remboursement direct. Et enfin, évidemment, pourquoi on lève des fonds, et ça, je pense que c'est en tout cas, l'élément central, c'est que ça nous permet, ça permet à l'entrepreneur d'accélérer rapidement et considérablement, de pouvoir se démarquer des concurrents s'il y en a, de créer des barrières à l'entrée s'il n'y en a pas encore. Donc voilà, ça c'était déjà pour la première question de pourquoi lever des fonds. Après, est-ce qu'on doit toujours lever des fonds? Je pense que tu me diras ce que tu en penses, Marie, mais je
je suis persuadée que non. En fait, lever des fonds, ça dépend quand même de déjà, comme on le disait, ça dépend d'un besoin et lever des fonds, c'est pas du tout une finalité en soi. C'est-à-dire qu'il faut pas partir du principe que la réussite de son entreprise, elle va être liée au fait de lever des fonds et de lever le plus possible. Il y a des top boîtes qui se sont autofinancées depuis le début et qui ont eu des success stories magnifiques. Donc, je pense déjà, ça dépend de est-ce que j'en ai vraiment besoin et ensuite de la trajectoire qu'on veut donner à sa startup. Si l'objectif, c'est dans une logique de croissance modérée, rentable, en fait, la levée de fonds, c'est pas toujours la meilleure solution. Et je pense que la levée de fonds, elle dépend de plusieurs critères. Déjà, plus ton marché il est concurrentiel, plus, entre guillemets, tu vas pas avoir le choix d'aller lever des fonds parce que si tes concurrents, ils ont déjà levé des fonds, qu'ils ont un avantage, une avance sur toi, évidemment, tu vas être plus tenté d'aller lever des fonds pour pouvoir rattraper, en tout cas, le retard que tu as ou alors, toi, prendre des parts de marché. Je pense que ça dépend aussi de ton business model. Il y a plein de business models possibles quand tu es une startup. Plus ton business model il est capable de générer du cash rapidement, donc je pense par exemple à un SaaS, plus tu auras la possibilité d'aller t'autofinancer. À l'inverse, si on prend l'exemple d'une application mobile B2C, en fait, dès le départ, vous êtes sur un modèle freemium, donc c'est gratuit pour l'utilisateur final, donc tu ne génères pas de cash, mais en même temps, tu en as besoin pour faire de l'acquisition, pour aller chercher tes premiers clients. Bon, là, en fait, la levée de fonds, en tout cas, d'aller se financer, c'est presque une condition pour pouvoir se développer. Et le dernier point, moi, je pense que c'est aussi lié au secteur, parce que, en fait, tout dépend du secteur dans lequel tu es. Quand tu es par exemple, si tu es dans le secteur du e-commerce, l'investisseur, il va attendre que tu démontres aussi, c'est ce qu'on appelle des startups d'exécution. Donc forcément, avant d'aller lever, l'investisseur il va quand même attendre de voir comment tu exécutes, est-ce que tu fais un peu de chiffres, etc. Donc dès le départ, en fait, c'est pas évident d'aller lever des fonds. Alors que par exemple, tu es dans le secteur de la deep tech, en fait, tu as une idée, mais tu as tout de suite besoin de 2 millions pour faire des prototypes, un MVP. En fait, là, tu n'as pas trop le choix d'aller lever des fonds. Donc, si je résume, les investisseurs, en fait, ils vont pas regarder les mêmes critères en fonction de chaque boîte. Et chaque boîte est différente, chaque entrepreneur est différent. Donc, non, il ne faut pas toujours lever des fonds. Ça dépend de la trajectoire que tu as envie de donner à ta boîte, de ta boîte, de ce que toi, tu as envie de faire. Mais la levée de fonds, en tout cas, ce n'est pas du tout une fin en soi. En tout cas, selon moi. Non, mais je te rejoins tout à fait sur ce point-là. En fait, il ne faut pas oublier non plus que l'argent qu'on va chercher en equity, c'est l'argent le plus cher. Un investisseur, il va attendre de faire un x30 sur son investissement. C'est quelqu'un que vous allez faire rentrer à votre capital. Donc, évidemment, je pense que s'il y a d'autres solutions qui s'offrent à vous, il faut la prendre. On parle principalement aussi, il y a parfois des confusions. En tout cas, moi, c'est ce que je vois quand je rencontre des startups entre ce que c'est une startup et ce que c'est une PME. Parfois, la frontière est mince. Et c'est vrai que si vous avez un projet où vous avez une rentabilité rapide qui vous permet en fait de croître sans avoir besoin à ouvrir votre capital, vous êtes plutôt dans un schéma de PME. Il ne faut pas oublier qu'une startup, on va vraiment chercher l'hyper-croissance avec un moment de dépenses qui sont très fortes, un besoin capitalistique très fort. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller chercher en equity. Et je te rejoins, Eva, sur tout ce que tu as dit sur cette notion-là. Après, justement, si on est dans la partie startup qui vient de lever des fonds, pour la partie non dilutive, c'est aussi un peu un momentum. C'est le moment un peu aussi important pour aller chercher maximum d'aide en non dilutif. Ouais. La phrase, c'est un peu de se dire, c'est au moment où on est le plus riche qu'on va nous donner le plus d'argent. Voilà, donc avec un peu justement cette idée que, justement, comme on a un niveau de fonds propres qui est très élevé, on peut aller chercher des aides avec des montants encore plus élevés. Après, petit warning, il ne faut pas chercher à tout
Il faut pas aller chercher non plus à faire un maximum d'aide en essayant de rentrer dans les cases alors que ça correspond pas à votre projet. Il faut vraiment réfléchir justement un peu ce que je pouvais mentionner au début, de se dire, bah voilà, j'ai besoin de temps parce que je vais faire telle activité, j'ai besoin de cet argent pour développer ma roadmap tech ou ma roadmap business. Donc, on va aller vraiment coller à votre besoin et non pas l'inverse. On ne va pas aller chercher à tout point de rentrer dans cette aide, dans les critères de cette aide-là. Ça, c'est important parce que parfois aussi, on voit un peu ce problème-là. Et à partir de là, ça devient très confus sur la roadmap de financement. Autre Et point. comment parce que justement, tu vois, parce que du coup, tu lèves des fonds. C'est quoi après? Comment ça s'organise? Est-ce que tu commences le non dilutif alors que tu n'as pas encore closé? Est-ce que une fois que tu as closé, du coup, là, c'est quoi le délai? Qu'est-ce que tu dois préparer? Est-ce que tu as des choses à faire en plus de ce que tu dois déjà préparer pour la levée en equity? Ça se passe comment, en fait, les grandes étapes derrière? Ouais, les grandes étapes, du coup, l'idée, c'est vraiment le mot d'ordre que vous devez garder en tête, c'est anticiper. Pour ça, en fait, il faut vraiment avoir l'idée, donc ça, avec l'activité d'un leveur, notamment, de vous accompagner sur comment sizer votre levée de fonds. Une fois que vous avez sizé votre levée de fonds, on va regarder justement, à partir de ce montant-là, quel montant on peut aller chercher sur la partie non dilutif et à travers quel dispositif. Donc, nous, on va analyser vraiment vos types de dépenses et en fonction de la typologie des dépenses, on va se dire telle dépense peut aller se faire financer par tel guichet de financement, par telle aide. Et derrière, on va commencer à réfléchir surtout à l'optimisation. Je m'explique et je vais vous donner un exemple là-dessus. On l'a mentionné tout à l'heure, BPI, ils peuvent vous offrir différents types d'aides. Ça peut être des prêts, ça peut être des avances récupérables. Et en fait, typiquement, ces deux aides-là, elles ne vont pas du tout avoir le même impact sur votre crédit impôt recherche, sur votre crédit impôt innovation. C'est des notions un peu comptables. En fait, une avance récupérable va être considérée comme une subvention alors qu'un prêt, non. Donc, c'est contre-intuitif, mais c'est plus intéressant si vous avez un CIR ou un C2I important d'aller chercher un prêt plutôt qu'une avance récupérable. Donc, tous ces éléments-là, on va essayer en fait d'y réfléchir avant, de préparer au mieux aussi sur votre partie non dilutif votre levée de fonds pour derrière actionner très rapidement tous ces dispositifs auprès de ces différents guichets pour justement activer les activités de taux et comme ça, on va directement pouvoir utiliser ces fonds. Ok. Ouais, c'est intéressant ce que tu as dit sur l'anticipation parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est, enfin, en tout cas, intrinsèquement lié aussi à la levée de fonds en equity. Et peut-être qu'à la fin, on pourra donner quelques petits tips, mais là, j'en ai déjà un qui me vient en tête par rapport à ce que tu disais, c'est que quand on va chercher un financement, que ça soit du dilutif ou du non dilutif, l'anticipation, c'est vraiment clé. Et si je prends l'exemple de ce que je connais et de la levée de fonds, s'il y a vraiment un truc à ne pas faire, c'est partir en levée de fonds quand on a 2 semaines de cash, qu'on a un peu le couteau sous la gorge, parce que quand tu pars sur un process de financement, tu sais pas combien de temps ça va prendre, tu sais pas comment ça va se passer, c'est parfois plus difficile que prévu. Lever des fonds, c'est pas facile et c'est toujours mieux de partir dans un processus de financement quand on est un peu plus détendu, quand on a moins le couteau sous la gorge et surtout les investisseurs le sentent et ça permet aussi de les rassurer et de prendre le temps de bien faire les choses aussi. Donc l'anticipation, c'est vraiment clé dans la levée de fonds. Et je pense que du coup, comme tu disais, quand tu vas chercher les fonds dilutifs aussi, quoi. Non, mais je serais totalement d'accord. Et surtout, là, on a bien montré que en fait, les deux sont complémentaires. On ne va pas être dans l'opposition de l'equity vs le non dilutif. C'est vraiment une complémentarité entre les deux. Ouais. Quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand tu étais en train de parler, aujourd'hui, c'est plus compliqué peut-être d'aller chercher des fonds. En tout cas, les investisseurs de nous, ce qu'on peut voir, sont peut-être un peu plus frileux, attendent une rentabilité qui est plus forte, une traction qui est plus forte.
et justement de les rassurer via une roadmap de financement qui est solide en leur disant, voilà, j'ai fait une estimation, je peux aller chercher tant en non dilutif et derrière, je vais aller optimiser ma levée de fonds. Ça va leur donner aussi de la visibilité sur ce qui va arriver derrière. Ça va aussi les rassurer sur votre runway. Donc, tout ça, en fait, ça va être des éléments que vous pouvez appuyer. Même parfois, nous, il y a certains de nos clients qui mettent leur roadmap de financement qu'on co-construit avec eux dans leur data room, parce que c'est des éléments qui sont demandés par les investisseurs. Donc, on voit vraiment qu'il y a quand même une complémentarité entre les deux et il ne faut surtout pas être dans l'opposition, chose qu'on voit aussi de temps en temps. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il y a peut-être un problème sur les questions dans le chat. En tout cas, sur comment poser vos questions dans le chat. Donc là, il y a Charlotte qui est avec moi, qui vous a mis un message. Ça se trouve dans l'icône activité en bas à droite, si vous souhaitez poser vos questions. Je vous propose de continuer avec justement une illustration de cette roadmap de financement. On l'a mis en... Ouais. Ça va apparaître sur vos écrans. Donc, très schématiquement, là, on vous a mis un peu l'idée de comment on construit sa roadmap de financement. Donc, la fameuse roadmap business avec votre market fit, votre go-to-market, votre déploiement, votre roadmap techno, donc la R&D en amont, le proto, votre V1, et en fait, la roadmap de financement. Donc là, on a mis les grandes étapes sur la partie equity, donc la seed, série A, série B, de quelle manière, en fait, on va imbriquer l'ensemble de ces roadmaps. Et suite à ça, on vous a mis un exemple de roadmap de financement qu'on a construit sur une startup qu'on accompagne. Elle va apparaître également aussi. Donc là, le contexte, c'est une startup qu'on accompagne depuis 2016. Donc, je vous ai mis la période 2016-2020. Donc, elle a eu plusieurs tours de cible, notamment 1 million en 2016, une série à 3 millions en 2017. Petit contexte, elle propose un produit en SaaS avec de la R&D, mais c'est non qualifié Deep Tech, notamment auprès de BPI France. Et l'idée, ici, c'est vraiment de maximiser l'effet de levier. Equity public, le fameux moment de la levée de fonds. Alors, je ne vois pas les diapos. Alors moi, pour le coup, je les vois. OK. Donc, n'hésitez pas à vous manifester s'il y a d'autres personnes qui ne voient pas les diapos. On est sur exemple roadmap, financement public, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a l'air de fonctionner. Top. Je suis désolée pour les personnes qui ne les voient pas. De toute façon, on fera un replay où apparaîtront aussi ces roadmaps de financement. Donc là, l'idée, c'était vraiment l'enjeu qu'on avait identifié, c'était d'appliquer dès le début les bons réflexes pour sécuriser les dispositifs récurrents que sont le CIR et le GEI. Donc, on voit en fait, on vous a mis par ligne les différentes aides que vous pouviez avoir. On a pas remis sur la partie equity, mais n'oubliez pas que tout au long de cette roadmap, ils sont aussi levés des fonds en equity. Donc, on voit que les montants sont quand même importants parce que justement, ça a bien été optimisé. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, pour un total en equity de 4 millions tout au cours de ces années levées, on est arrivé à aller chercher 2,5 millions en non dilutif. Donc, ça vous montre un peu cette fameuse règle du presque du 1 pour 1. Donc là, on est plutôt du 1 pour 2. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est la complémentarité entre votre equity et votre non dilutif et l'optimisation qu'on peut faire entre tous ces dispositifs-là. Je vous ai mis également une autre roadmap de financement, cette fois plus avec une intensité technologique plus forte. C'est la roadmap de financement d'une startup Deep Tech. Donc voilà, donc là, contexte, c'est une startup créée en 2019 par 2 PhD, avec une pré-seed en 2020, une seed en 2022 et une série A en 2023. Donc il y a quand même des étapes avec une fluidité dans les levées en equity. Cette startup, cette fois, est qualifiée de Deep Tech auprès de BPI France. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais BPI France a tout un parcours pour les Deep Tech avec des aides qui sont dédiées aux startups labellisées Deep Tech qui proposent des aides avec des montants plus importants. Donc, idem, là, l'idée, c'est vraiment de faire un effet de levier equity public, toujours avec cette idée d'avoir des bons réflexes
pour assurer les dispositifs récurrents, avec justement ce que j'avais pu vous mentionner, faire attention au jeu de vases communicants entre les aides et de bien faire attention à la typologie des aides qu'on peut vous proposer pour aller maximiser les montants. Donc là, cette roadmap, je vous l'ai mise parce qu'elle est vraiment très parlante, un peu faussée par une aide européenne de 17 millions. Mais voilà, pour une startup qui a levé 9,9 millions d'equity, on a un total de non dilutif à 23 millions. Donc là, on a carrément doublé la partie en non dilutif parce que justement, on a aussi beaucoup réfléchi en amont de quelle manière on allait répondre à ces besoins, de quelle manière on allait optimiser ces aides entre elles. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ces roadmaps-là. Autre chose que je peux vous mentionner, c'est que là, on vous parle de roadmap avec aussi cette idée qu'il faut jalonner vos besoins. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de lever et aller chercher le maximum de fonds sans savoir où on va atterrir. Il faut vraiment se dire que voilà, vous allez couper en plusieurs étapes, vous allez avoir des jalons, des milestones. Cette levée de fonds et la combinaison de cette levée avec la partie non dilutif, ça va vous permettre d'arriver à quel milestone, à quel TRL. Et en fait, vous allez poursuivre comme ça et ça va être beaucoup plus clair, ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision de votre projet, de vos roadmaps de financement. Aussi, ça va avoir un travail de structuration pour vous, pour votre projet. Donc vraiment, il ne faut pas partir non plus tête dans le guidon en se disant on va aller lever des fonds au maximum auprès de, que ce soit des investisseurs, des financeurs. Il faut vraiment avoir l'idée de se dire, OK, avec ces aides-là, avec ces montants-là, combien, où je vais aller, ça va m'amener sur ma roadmap tech. Et suite à ça, comment je vais atterrir après sur mon milestone suivant. Donc, là, ce que je vous propose, c'est peut-être justement d'enchaîner avec des questions si vous en avez. Moi, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes là. Il y en a 2 sur la partie equity et une sur la partie. Il y en a plusieurs sur la partie non dilutif aussi après. Peut-être tu peux prendre les 2 côtés equity et après je te laisse répondre aux autres, Marie. Parfait. Juste, je les vois pas forcément, mais bon, ça c'est. En fait, tu ailles à droite dans activité et tu cliques sur question. Parfait. Si tu veux, Eva, je te laisse commencer. Yes. Du coup, pour répondre à la première question, donc yes, comment se faire une idée de multiples du secteur pour la valorisation au moment de la levée? Alors déjà, la première chose à faire quand tu veux te faire une idée des multiples du secteur, c'est tout simplement d'aller voir des comparables. Donc, d'aller voir des boîtes du même secteur que toi, ou en tout cas qui ont des modèles assez similaires, et de voir combien ils ont levé, d'essayer de trouver quel valo, s'ils ont été revendus, voir un peu les montants des exits. Maintenant, c'est pas forcément une méthode. Déjà, pour valoriser ta boîte, il y a vraiment beaucoup de façons et de méthodes différentes pour le faire. Celle-ci ne fonctionne pas toujours dans la mesure où aussi le marché évolue. C'est-à-dire que là, je pense que vous en avez plus ou moins tous entendu parler, mais les valos, il y a 2, 3, 4 ans, elles étaient bien différentes et beaucoup plus élevées que ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Donc, il n'y a pas qu'une question aussi c'est pas qu'une question de multiples et de comparables, c'est aussi une question de marché, de ce qui se fait en ce moment, de ce qui se fait pas. Aujourd'hui, sur un premier tour de table, en gros, on a tendance à voir que les dilutions, elles sont entre 15 et 25%. Donc, en fonction de combien tu lèves, en fonction de la compétitivité de ton tour de table et de tout ça, tu vas faire en fait un produit en croix et tu vas dire, moi, je veux lever 500 000, je veux lever 1 million, je vais me diluer à 20% et ça donne ta valo. Tu as aussi ces méthodes-là. Tu n'es pas toujours sur des multiples. En plus, en fonction du secteur ou de ta boîte, la valorisation, elle n'est pas forcément réfléchie en fonction d'un multiple de chiffre d'affaires, etc. Donc là, après, c'est un peu du cas par cas. Mais j'espère que j'ai répondu à ta question.
Et ensuite, j'en ai vu une autre, donc Mehdi. Donc, certes, il ne faut pas avoir le couteau sous la gorge, mais comment faire si la levée de fonds est primordiale? Par exemple, le principe du projet est d'acheter des business à 4-5 millions ou plus. Les banques ne financent pas cela. Comment faire? Là, c'est un peu justement, alors, on n'est pas forcément dans de la deep tech si là, ton objectif, c'est d'acheter des business. Déjà, la question, c'est est-ce que tu es une startup ou est-ce que tu es une PME qui achète des business? C'est quand même pas forcément toujours la même chose. En tout cas, si ton investissement, si tu as besoin d'un investissement pour te lancer de 4 à 5 millions, quand je disais il faut pas avoir le couteau sous la gorge, c'est pas forcément dans ce cas de figure-là, parce que là, en gros, tu as besoin d'un capital de départ pour te lancer. Donc, forcément, tu as besoin de ça pour te lancer, mais c'est pas une question d'avoir. Quand je disais le couteau sous la gorge, c'est tu as lancé ton business, tu fais un peu de chiffre d'affaires, tu as une équipe, il faut payer ton staff, il faut payer le développement, les coûts en interne, et en fait, tu te rends compte qu'il te reste 3 semaines de cash. Là, en gros, tu es à 3 semaines de plus pouvoir faire tourner ta boîte. Et donc là, tu peux te retrouver le couteau sous la gorge en disant, en fait, il me faut de l'argent d'ici 3 semaines pour pouvoir continuer à faire tourner mon business. Donc, c'est un peu différent de partir d'un cas de figure où là, tu as besoin d'argent pour lancer ton business. Là, forcément, tu peux pas te lancer sans. En fait, évidemment, tu n'as pas de chiffre d'affaires en amont. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question. En tout cas, quand tu dis les banques ne financent pas cela, comment faire? Justement, là, c'est toute la question d'aller voir des investisseurs privés, donc des business angels, des family office, des fonds, avec un projet établi, clair, un business plan, un deck, et présenter ton projet et leur donner envie de te faire confiance et d'investir dans ton projet. Et je rebondis même sur ce que tu dis, Eva. Effectivement, je ne l'ai pas forcément mentionné, mais les attentes de ces différents financeurs ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, une banque privée, BNP, Crédit Agricole et autres, vont pas du tout avoir les mêmes critères que BPI France ou encore que l'administration fiscale. Donc, l'idée, c'est vraiment de coller à leurs attentes, de voir de quelle manière on y répond. Et ça fait une bonne transition avec la question de Maxence. Devons-nous considérer le GUE, le CIR comme du financement? Oui, on le considère comme du financement. C'est en plus un financement qui est récurrent. Donc, c'est quelque chose où il faut vraiment être vigilant de quelle manière on le comprend justement dans sa roadmap de financement. Distinction, par contre, qu'il faut avoir en tête, c'est que le GUI, le CIR et le C2I, on va le valoriser sur des dépenses qui sont passées. C'est-à-dire qu'on va regarder justement les dépenses que vous avez effectuées l'année précédente. Donc là, par exemple, on va bientôt faire le CIR et le C2I de l'année 2023. Donc, on va regarder les travaux que vous avez faits, de quelle manière on va les valoriser. Tandis que tout ce qui est prêt bancaire, BPI France, on va regarder sur des dépenses futures. On va vous financer en fait sur quelque chose, un programme de dépenses que vous allez effectuer. Donc ça, c'est vraiment peut-être la différence et de quelle manière on pourrait les distinguer. Donc pareil, j'espère avoir répondu à ta question, Maxence. Chose aussi que je voudrais peut-être spécifier, un point de vigilance, c'est pour le GEI, le CIR et le C2I. Les dépenses que vous allez valoriser, notamment si vous avez affaire à des prestataires, faites bien attention qu'ils soient agréés, étant donné que c'est des dépenses qui sont passées, donc il faut anticiper l'année d'avant pour recevoir son CIR. Donc par exemple, là, il fallait anticiper en début 2023 pour valoriser, par exemple, un prestataire à qui vous auriez fait appel pour faire vos travaux de R&D ou d'innovation, pour les valoriser dans votre assiette. Donc, vous pouvez trouver sur le site tous les organismes qui sont agréés et comme ça, vous pouvez valoriser au sein de votre assiette de CIR ou de C2I. Ça tombe très bien avec la question qui est la suivante. Comment savoir si une startup est éligible à l'exonération GEI? Donc, je vais peut-être faire une petite parenthèse sur comment en fait on fait la différence même avec le CIR et le C2I. Donc, GEI et CIR, ils vont être dans la même famille. C2I
C'est un peu la petite sœur ou le petit frère du CIR. Donc, on va typiquement reprendre la définition de ce que c'est la R&D et ce que c'est l'innovation. Encore un point de vigilance, on parle vraiment de la définition de l'administration fiscale. BPI France n'a pas forcément la même définition de ce que c'est de la R&D ou l'innovation par rapport à l'administration fiscale. Donc là, j'ai vraiment essayé de vous donner la définition propre à l'administration. Donc R&D, les travaux de R&D, on va les définir comme des travaux où vous allez chercher à lever un état de l'art, vous allez aller encore plus loin que l'état de l'art, vos concurrents vont être à l'échelle mondiale, il faut qu'il n'y ait personne d'autre qui fasse pareil que vous, on va vraiment lever des verrous technologiques. Donc ça, c'est vraiment la définition de comment on arrive à avoir le GEI et le CIR. Et GEI, c'est un statut qu'on a pendant 8 ans au sein de son entreprise qui nous permet des exonérations, tandis que le CIR, c'est quelque chose que vous allez devoir valoriser chaque année. Le C2I, cette fois, c'est non pas pour valoriser des travaux de R&D, mais c'est de valoriser des travaux d'innovation. Donc là, on va vraiment plutôt s'intéresser à votre marché propre. Donc, typiquement, on va regarder plutôt comment est votre marché en France et on va essayer de valoriser plutôt des postes de dépenses, par exemple, de l'UI, de l'UX, ce genre de postes de dépenses. Les deux sont complémentaires. Vous pouvez le valoriser, par exemple, une personne qui est à la fois attribuée sur des travaux de R&D, à la fois des travaux d'innovation. Donc, encore une fois, il y a une réflexion à avoir pour optimiser au maximum ces montants. Top. Alors, je vais prendre la question de Lucien. À quel horizon vous construisez d'habitude la roadmap de financement de 3 ans? Est-ce toujours le même niveau de granularité, 4-5 lignes par année? Donc, encore une fois, la roadmap de financement, là, je vous en ai présenté plusieurs, mais chaque roadmap de financement correspond à une startup donnée, à un secteur donné, à des postes de dépenses donnés. Vous n'aurez pas la même roadmap de financement que votre voisin, même si vous êtes à peu près dans le même secteur. Donc, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de se coller à vos besoins, à votre roadmap business et à votre roadmap tech. Effectivement, le mieux, c'est d'avoir quand même une visibilité sur 2-3 ans en fonction justement de vous, comment vous vous projetez, quels vont être vos postes de dépenses, est-ce que vous pensez lever des fonds dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, ça, pareil, on va essayer de vous accompagner, en tout cas chez Sharpstone, pour valider, en tout cas vous aider à avoir cette réflexion. Mais pour vous, c'est quand même plus simple. Et de toute façon, de manière générale, et Eva, je pense que tu me rejoindras là-dessus, les investisseurs, ils aiment bien avoir une visibilité quand même à long terme sur de comment ça va se passer. Ouais. Est-ce que c'est toujours le même niveau de granularité, 4-5 lignes par année? Donc, ça, encore une fois, c'est est-ce que vous êtes éligible à un nombre d'aides importantes? Est-ce que vous avez plutôt un business, par exemple, en SaaS, où là, on va plutôt s'intéresser à des prêts bancaires, à BPI France? Si vous êtes une deep tech, effectivement, il y aura encore plus d'aides qui vous seront disponibles et du coup, on va augmenter le nombre de lignes. Donc ça, encore une fois, ça dépend potentiellement de l'intensité technologique de votre projet. Peut-être je peux prendre les questions. Steph, je pense que c'est peut-être. Parce que avez-vous également constaté un changement alors, pour répondre à la question de Steve, avez-vous également constaté un changement d'approche de la part des fonds qui demandent aujourd'hui de la traction et du CA pour des projets présentés en seed? Existe-t-il encore des fonds et dans les startups en seed? Alors, il est vrai que au vu du contexte économique, etc., le marché s'est durci et c'est peut-être un petit peu plus difficile de lever des fonds qu'il y a 2-3 ans. Maintenant, alors, je pense que déjà, c'est assez. Alors oui, il y a encore des fonds qui aident des startups en seed. Nous, on close 80% de nos opérations en pré-seed seed et 20% en série A. Donc oui, il y a des deals qui se font en seed avec des fonds et je pense que il faut justement éviter en plus de rentrer dans ce schéma un peu autoréalisateur où on se dit en fait plus personne investit en seed et du coup vous en tant que startup vous oserez plus vous lancer parce que la réalité c'est que il y a toujours des fonds qui investissent en seed, il y a toujours des family office qui investissent en seed, il y a toujours des business angels
qui investissent en seed. Peut-être que les conditions, elles ont été un peu durcies, c'est-à-dire les valos sont un peu moins élevés qu'il y a 2 ans. Peut-être qu'il faut faire un petit peu plus de CA qu'auparavant, mais c'est même pas une vérité générale parce qu'il y a vraiment des deals qui se closent en précide, qu'on peut appeler des deals PowerPoint où on a même pas un MVP et parfois pour le même montant levé avec le même type d'acteur, 20 cas de MRR. Donc il n'y a pas de vérité générale. Franchement, chaque levée est différente, chaque boîte est différente et en tout cas, il y a toujours des fonds qui aident les boîtes en seed et nous, en tout cas, en tant que banque d'affaires et surtout, on fait beaucoup d'opérations pré-seed, on le voit, donc si ça peut te rassurer là-dessus, en tout cas. Et alors, je vois qu'il y a une question. Tu veux prendre la question d'Emmanuel, Marie, ou tu veux Oui, que... oui, si tu veux. Mais je rebondis juste un peu sur ce que tu as dit. Justement, nous, on voit aussi comme là, l'écosystème, le fait que peut-être, c'est vrai que ça s'est un peu durci sur la partie equity, mais d'une certaine façon, en fait, ça a assaini un peu l'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être sur les années précédentes, on voyait des startups qui arrivaient plus facilement à lever des fonds, mais c'était pas forcément des startups qui étaient saines. Aujourd'hui, on va vous demander potentiellement, et même ça, on le voit aussi sur la partie non dilutif, des critères qui sont peut-être plus élevés, mais qui vont vous permettre aussi de vous poser la question, est-ce que je vais chercher de la rentabilité? Est-ce que je vais avoir un modèle qui est sain et du coup qui est pérenne? Donc, foncièrement, c'est quand même une bonne chose. Et moi, je vois plus comme en fait l'écosystème qui est devenu mature. Et aujourd'hui, vraiment, on a des experts dans l'écosystème qui vont vous accompagner et qui savent de quoi ils parlent. Et du coup, c'est pour ça qu'on va vous demander des critères un peu plus, peut-être un peu plus importants. Ouais, et puis en fait, même quand on parle de valo, euh, aujourd'hui, les valos sont peut-être un peu moins élevés, mais ça te permet aussi de lever peut-être plus facilement ton prochain tour. Là où finalement, il y a des startups qui ont levé à des valos plus élevés il y a 2-3 ans et aujourd'hui qui ont du mal à aligner leur nouvelle valo avec les chiffres et que c'est pas forcément toujours corrélé et en fait qui pourraient lever des fonds mais qui ont plus de mal parce que en fait elles vont se retrouver à lever à une valo parfois moindre que la valo précédente. Donc c'est pas toujours négatif, bien au contraire. Et je suis assez d'accord avec Marie là-dessus, en tout cas. Yes. Parce que du coup, vous, Change de sort, j'en profite aussi pour me poser un peu mes questions, mais j'imagine que vous anticipez, quand vous faites une levée de fonds, par exemple en seed, vous allez quand même commencer à anticiper aussi la série A, justement, par rapport à cette valo, de voir de Ouais, quelle manière. Ouais, donc c'est hyper ouais, important. complètement. On conseille les entrepreneurs aussi là-dessus. Nous, notre but, c'est que la levée se close, mais que le deal soit le plus sain et le plus avantageux pour tout le monde. Donc, c'est pas, donc forcément, ouais, il y a aussi cette expertise-là qu'on met à disposition. Du coup, pour répondre à ta question, Emmanuel, donc la différence entre le dilutif et le non dilutif, je pense qu'elle est vraiment sur le fait que est-ce que tu ouvres ton capital ou non. En dilutif, on va prendre des parts de ta startup. Donc, tu vas quand même faire rentrer des investisseurs à ton board. C'est des gens que tu vas embarquer avec toi. Parfois, tu vas devoir aussi discuter avec eux sur euh, ta stratégie globale, que ce soit sur ta stratégie financière, sur la stratégie de ton produit, sur la visibilité que tu veux donner à ton projet, etc. Tandis que le non dilutif, on va être plutôt sur un format de prêt ou encore de subvention ou d'appel à projet où on va potentiellement te demander soit de rembourser, lorsque c'est un prêt, les montants qu'on t'a prêtés. Subvention va te demander de répondre quand même au programme que tu as présenté. Mais du coup, ça n'a pas du tout cette implication-là qu'on peut avoir en dilutif. Donc vraiment, ça réside sur est-ce que tu ouvres ton capital ou non. Sachant que quand on dit ouvrir ton capital, toi aussi, tu vas te diluer. Donc tu vas perdre aussi des parts de ta startup. D'où le fait que ça soit quand même important de bien préparer ces moments-là et potentiellement d'être accompagné comme des structures comme Angel Square. En fait, la vraie différence, c'est que pour le dilutif,
ils investissent et prennent un pourcentage de ta startup, du capital. Là où le non dilutif, c'est il n'y a pas de prise de capital. Et en fait, c'est aussi la différence qui se fait dans le remboursement. C'est-à-dire que quand un investisseur investit en dilutif dans ta startup, il prend une part de capital, tu n'as pas de remboursement propre à lui faire sur le moment. En revanche, lui, il espère que le jour où tu revendras ta startup, donc tu feras un exit, il sera rentré à une valo X, tu la revendras à une valo Y, il y aura un multiple entre les deux, et lui, en fait, son remboursement, ça va être le multiple entre les deux, et donc la plus-value qu'il va faire, en fait. Là où quand tu es sur du non dilutif, soit c'est des aides et des subventions dont tu n'as pas besoin de les rembourser, soit c'est des prêts avantageux. Et donc là, tu as un remboursement comme tout prêt. C'est quoi. Et du coup, ça emmène un peu à la question de Corentin. Quels sont les critères pour vous accepter d'accompagner une startup en seed? En fait, on le voit aussi à travers ça, c'est qu'un accompagnement, ça peut être aussi intéressant, que ce soit à la fois sur justement vous accompagner dans votre levée de fonds, aussi dans votre stratégie financière. Ça vous permet notamment de vous concentrer vraiment sur votre cœur de métier, votre business, et d'être accompagné par des experts qui connaissent bien leur sujet pour justement vous concentrer sur autre chose. Du coup, peut-être, je te laisse la question, Eva. Vous, vos critères chez Angel Square pour accepter d'accompagner une startup, c'est si tu peux nous en faire un petit résumé en quelques mots. En fait, on n'a pas on n'a pas de critères, on n'a pas de grille de critères particulière. En fait, chaque startup est différente, que ce soit le business model, que ce soit le secteur, que ce soit la team. En fait, nous, notre objectif, c'est de bien comprendre ce que fait la boîte, le besoin de financement, de bien aussi fitter avec l'équipe. Et après, c'est de se dire, en fait, on essaye aussi de se mettre dans la tête d'un investisseur et se dire, bon, quelle est la capacité aussi que le deal se close, où en sont les métriques, etc. Mais en fait, je peux pas te dire, là, il faut que tu coches X critères et on pourra bosser ensemble. C'est vraiment un tout. Et donc, on va évaluer chaque dossier de manière en fait unique. Et l'idée, après, c'est de voir en termes de bande passante, en termes de team, de métriques et de marché, de produits. Donc, c'est une question où je peux pas te donner une réponse claire, mais en tout cas, nous, si je peux te donner une réponse peut-être sur nos process, c'est on fait un premier call, on en rediscute en équipe. Si il y a en tout cas, on se dit qu'on peut être pertinent pour toi, qu'on peut t'accompagner et que ça peut être optimal. On fait un second rendez-vous. Et après, on essaye de vite se donner un go-no-go des deux côtés parce qu'en général, le but, c'est d'aller vite quand même. Donc voilà. Okay. Non, mais je te rejoins parce que nous, c'est le même fonctionnement aussi. Je pense que la difficulté, et on a essayé en tout cas de ne pas trop le montrer durant ce webinaire, c'est que vraiment chaque startup est un cas unique avec des besoins qui sont différents. Donc peut-être que le plus simple, c'est si vous souhaitez approfondir avec Eva ou avec moi, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Comme ça, nous, on prendra un moment avec vous en direct pour Ouais. vraiment analyser avec vous votre problème et votre besoin et de voir de quelle manière on pourrait y répondre au mieux. Ouais, notamment, je pense aux questions, comment fonctionne notre accompagnement, est-ce qu'il faut se faire accompagner ça, c'est des choses qu'on pourra discuter avec vous voilà, autour d'un call un peu plus en détail sur notre fonctionnement, etc. Je vais peut-être prendre la dernière question de Christelle et malheureusement, Ouais. après, on va devoir se quitter. Bonjour, comment fonctionne votre accompagnement, notamment pour une startup qui manque de cash à court terme? Donc, ma réponse ne va pas vraiment être directe, mais justement, notre accompagnement sert à éviter ce genre de cas. Et encore une fois, je vais revenir avec le mot-clé, je pense, qui sera du webinaire aujourd'hui, c'est d'anticiper. On va vraiment essayer d'anticiper au maximum vos besoins pour justement aller chercher le maximum d'aide quand vous pouvez
pour aller augmenter votre runway derrière et vous permettre d'être plus à l'aise dans le développement de votre projet sans justement avoir ce besoin de cash et qui, à des moments qui vont vous forcer, en fait, j'aime pas trop ce mot-là, mais qui vont vous pousser à aller chercher des financements potentiellement auprès d'investisseurs dans des conditions qui ne seront pas optimales pour vous, notamment en termes de valo et en termes de dilution. Donc vraiment, l'idée, c'est d'anticiper pour éviter ce manque de cash. Alors peut-être la dernière question, quel est le business model de Sharpstone et Angel Square concernant l'accompagnement des startups? Est-ce que votre accompagnement a un coût forfaitaire, un pourcentage de la levée ou de l'equity? Eva, si tu veux donner un peu les modalités d'accompagnement de Angel Square. Ouais, en fait, on fonctionne comme toute banque d'affaires. Donc, on prend un fixe à la signature du contrat et on prend un pourcentage de la levée donc, au succès qui est au closing de l'opération. Top. Donc, modèle plutôt classique. Ouais. Pour notre part, Sharpstone, on marche au success fee, c'est-à-dire qu'on se rémunère une fois que vous avez obtenu les aides. On va prendre un pourcentage des aides obtenues. Et l'idée, c'est que comme on a une approche à 360 degrés, on va sur l'ensemble des dispositifs que vous pouvez activer. Plus on va vous accompagner sur un nombre important de dispositifs, plus on va vous proposer des pourcentages qui sont faibles. Parce qu'en fait, j'ai peut-être pas mentionné, mais nous, notre fonctionnement, c'est que les consultants, c'est un même consultant qui va vous accompagner tout au cours de votre aventure chez nous, qui va permettre de créer un peu cette relation privilégiée avec quelqu'un qui va pouvoir répondre à toutes vos questions sur la partie non dilutif et surtout, il va bien connaître votre projet. Donc derrière, il va pouvoir à la fois, via un échange, pouvoir, on va dire, remplir plusieurs dossiers sans que vous ayez besoin de répondre à des questions différentes en fonction de votre interlocuteur. Et derrière ça aussi, il va être à jour pour des appels à projets qui pourraient passer, pour vous les proposer derrière. Et donc, on est toujours dans de l'optimisation aussi de notre côté pour vous accompagner au mieux. Il est midi, on va devoir se quitter. Merci encore Eva d'avoir participé avec nous à ce webinaire. C'était vraiment hyper intéressant et je pense qu'on a vraiment bien montré la complémentarité entre dilutif et non dilutif. Et c'était surtout en tout cas. N'hésitez surtout pas à nous contacter en direct via notre mail. On répondra si vous avez d'autres questions. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci encore d'être avec nous. Merci à tous. Salut. Au revoir. Bye.